Côte d'Ivoire assure désormais la ligne Abidjan-Odiéné. Un avion de la compagnie nationale a atterri à l'aéroport de la capitale du Denguélé 20 ans après le dernier vol régulier. L'Office international de la protection civile renforce les capacités opérationnelles de l'Office national de la protection civile, coût du don 180 millions de francs CFA. Les enfants sierra-léonais reprennent le chemin de l'école. Aucun cas d'Ebola n'a été détecté dans le pays depuis 2 semaines, mais cette rentrée peut représenter un danger. Et selon l'UNICEF, cette rentrée est une étape positive vers la fin de la crise. Mais le pays doit rester vigilant. Madame, Monsieur, bonsoir. Les travaux de l'axe Agboville-Rubino-Séchy ont été lancés aujourd'hui par le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan. Cette infrastructure va permettre de désenclaver Rubino et Séchy, grenier de l'Agnébi-Tiassa. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et des partenaires privés européens ont signé un protocole d'accord en vue de réhabiliter et construire des infrastructures sanitaires de référence. Coût du projet, 125 milliards de francs CFA. Le reportage de Paragasson connaît. 125 milliards de francs CFA. C'est le coût de la réhabilitation et de la construction d'infrastructures sanitaires dans les districts et régions de la Côte d'Ivoire. Objectif de ce projet, permettre aux populations de fréquenter des centres de santé assainis, mais aussi de se soigner dans de meilleures conditions. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, partenaires privés et ministère de la Santé et de la lutte contre le sida ont signé un protocole d'accord. C'est pour couvrir tout le territoire national. Et le projet pilote, en fait, on espère qu'on pourra le faire très bientôt, en commençant par, évidemment, une localité que le ministère mettra à notre disposition. Pour ces partenaires, les établissements de santé réhabilités ou construits seront tous équipés avec du matériel de pointe. Le directeur du cabinet de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Abdoulkader Keïta, représentant Raymond Goudou Kofi, leur a traduit toute sa reconnaissance et sa gratitude. Ce projet, selon lui, vient soutenir et appuyer les efforts du gouvernement à améliorer les conditions de vie et de travail des agents de santé. Profitant de l'occasion, Abdoulkader Keïta a une fois de plus exhorté l'ensemble des agents de santé à respecter les consignes de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le respect des patients, le travail professionnel, l'arrêt définitif du racket dans les hôpitaux, entre autres. Air Côte d'Ivoire reprend du service à Odiéné après 20 années d'interruption des vols réguliers dans cette partie du pays. Un avion de la compagnie nationale a atterri hier dans la capitale du Denguélé, ce qui va permettre de développer le tourisme domestique tout en rapprochant les populations. Lansine Bakayoko, Adamakoni. Le premier battement d'aile de l'oiseau orange, blanc et vert a eu lieu ce jeudi à l'occasion d'un vol inaugural à Abidjan-Odiéné. Au pied de l'échelle de coupée, une population nombreuse et joyeuse. Le temps de voyage est désormais de 1h15, là où par la route le trajet dure 10 heures. En réinvestissant le ciel des villes de l'intérieur et principalement la cité d'Odiéné, Air Côte d'Ivoire vise au moins 2 objectifs. Ces vols permettront de développer les affaires, les investissements, mais surtout également le tourisme. Effectivement, les opérateurs et l'administration touristique voient dans ce retour une aubaine pour relancer l'activité. Cette région regorge de pas mal de sites touristiques. Vous voyez la mosquée, vous voyez des sites mémorables tels que ceux de Samori Touré, de René Caillé. Sur le volet commercial, décollage réussi pour la compagnie nationale. Aujourd'hui, après un peu plus de 2 années d'activité, la compagnie affiche une bonne santé. En 2014, elle a transporté 400 000 passagers qui ont généré un chiffre d'affaires de 52 milliards de francs CFA. Des performances qui donnent des ailes, mais il y a encore du chemin à parcourir pour voler plus haut. Aujourd'hui, le capital de Air Côte d'Ivoire est à 25 milliards. Mieux, la mission que le président nous assigne aujourd'hui, c'est de faire en sorte que d'ici fin 2016, la compagnie soit totalement capitalisée à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Cette revalorisation de l'assiette va permettre de consolider l'ambition de faire d'Abidjan un hub important avec la desserte de l'Afrique en général et en particulier l'interconnexion des différentes capitales de la CEDEAO.
Le fonds d'assistance au secteur privé logé à la BAD vient de faire un don de plus de 558 millions de francs CFA à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif, ouvrir une fenêtre sur l'entrepreneuriat par la création d'entreprises par les jeunes. Justine Saïdiki. Un appui financier de plus de 558 millions de francs CFA de la Banque africaine de développement BAD au patronat ivoirien pour le développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Ce don du Fonds d'assistance au secteur privé africain FAPA, logé à la BAD, contribuera notamment à l'identification conjointe de jeunes promoteurs, porteurs de projets bancables, à l'accompagnement et au renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs et à la facilitation de l'accès au financement auprès des banques commerciales. Cette initiative n'est pas surprenante ou nouvelle. Au contraire, elle est au centre de notre opération et nous sommes très fiers d'accompagner la CGSI. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGSI, qui a fait de la création d'entreprises par les jeunes son cheval de bataille, compte soutenir un bon nombre de jeunes avec ce fonds. Depuis quelques années, il est apparu important que les Ivoiriens s'investissent dans l'entrepreneuriat. Et cela ne peut se faire que par des jeunes. Nous avons mis en place une commission pour les accompagner. Et cette commission avait besoin forcément d'un certain nombre d'appuis. Et nous venons de trouver auprès de la BAD cet appui qui peut nous permettre de démultiplier nos actions. Ce projet de développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire vise 200 plans d'affaires qui seront soumis à compétition par des jeunes entrepreneurs. Le Fonds d'assistance au secteur privé africain FAPA est un fonds thématique qui octroie des subventions pour le renforcement des capacités, le capital d'amorçage et les services de conseil afin d'appuyer la mise en œuvre de la stratégie de développement de la BAD. Il est soutenu par les gouvernements du Japon, d'Autriche et par la Banque africaine de développement. Premier atelier d'information de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cela rentre dans le cadre de sa mission de sensibilisation et de vulgarisation des textes de loi contre la corruption. Des ONG centrales syndicales ont pris part à cette rencontre. Le reportage de Justine Saïdiki. Pour la promotion de la bonne gouvernance et de la moralisation de la vie publique, le gouvernement ivoirien s'est engagé à faire de la lutte contre la corruption un axe fort de sa politique de développement. Ainsi, un dispositif juridique et institutionnel de lutte contre la corruption est mis en place depuis 2013. En vue de son appropriation par l'ensemble des acteurs du secteur public et privé, ainsi que de la société civile, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, avec l'appui financier du Millennium Challenge Corporation, MCC, procède à la diffusion des textes législatifs et réglementaires relatifs à la corruption, aux infractions assimilées après leur compilation et édition. Les premières cibles, les organisations non gouvernementales et les centrales syndicales. En tant qu'ONG, nous avons pour rôle de vulgariser les textes de loi et de sensibiliser la population sur le phénomène et dénoncer auprès des institutions étatiques créées à cet effet. Après cet atelier, nous avons peut-être les arguments nécessaires pour pouvoir nous adresser à qui de droit. Le niveau de corruption en Côte d'Ivoire l'année dernière était de 57%. Comparativement à certains pays africains, c'est un niveau moyen qui pourrait baisser au fil des années avec des actions conjuguées de lutte anticorruption selon le coordonnateur national du MCC. C'est un système qu'il faut combattre d'abord à travers la prévention. Donc ça se fait sur plusieurs années. Il y a une éducation à faire collective. Il y a également la répression, c'est-à-dire poser des actes forts. Après ce premier atelier d'information qui annonce une série d'ateliers, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance envisage une vaste campagne de vulgarisation de ces textes. La capacité opérationnelle de l'Office national de la protection civile vient d'être renforcée à hauteur de 180 millions de francs CFA. C'est une initiative de l'Office international de la protection civile. Adama Kone, Abou Sanogo. Ce sont des compresseurs, marteaux-piqueurs,
tenues de sauvetage, des lampes et des motopompes d'une valeur de 180 millions de francs CFA dont bénéficie l'Office national de la protection civile ONPC. Geste de l'Office international de la protection OIPC. Pour le donateur, le docteur Vladimir, ce don qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Office international de la protection civile OIPC vise à renforcer les capacités opérationnelles de l'Office national de la protection civile. Le secrétaire général de l'OIPC espère que ces matériels vont permettre de prévenir efficacement les risques tels que les catastrophes, incendies et autres écroulements. Pour Fiacre Kilifanidi, directeur général de l'ONPC, ce don va permettre d'assurer une protection plus efficace des personnes et des biens. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, assurant l'intérim du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a au nom du gouvernement exprimé sa gratitude à l'endroit de l'OIPC. Nous sommes très heureux de recevoir, n'est-ce pas, l'Organisation internationale de protection civile qui est venue ici dans notre pays pour apporter matériel important de protection civile, n'est-ce pas, l'Organisation nationale de protection civile. Et avec ce matériel, je pense que l'Office national, avec ses partenaires que sont les sapeurs-pompiers et le SAMU, seront en mesure, n'est-ce pas, d'apporter le secours nécessaire. D'autres dons suivront à assurer l'OIPC, notamment dans le domaine de la nouvelle technologie. Ce geste a été fait en marge de la formation des offices de la protection civile des autres pays africains. Le Parlement des enfants fait le bilan de ses activités. Les travaux de la session ordinaire se tiennent à Yamoussoukro. Charles Tato pour en savoir plus. Depuis 2014, les enfants de Côte d'Ivoire disposent d'un parlement. Une tribune libre qui leur permet de s'exprimer pour la prise en compte de leur opinion. Ils sont au total 93 lycéens et collégiens issus de toutes les régions du pays qui forment ce parlement des enfants. Pour leur rencontre annuelle au titre de l'année 2015, ils ont choisi la ville de Yamoussoukro où ils séjournent, accompagnés de leurs encadreurs. Le bilan de toutes les activités menées au cours de l'année écoulée est au centre des travaux de leur session ordinaire, qui marque également le premier anniversaire de leur institution. En Côte d'Ivoire, les enfants rencontrent plusieurs difficultés, mais nous enregistrons le manque date de naissance des enfants, le manque de scolarisation, les discriminations. On enregistre le phénomène des enfants de la rue, des enfants microbes, donc on parle beaucoup maintenant. Depuis notre élection, on a déjà un plan d'action, mais on a des perspectives aussi dont on va débattre durant notre session parlementaire afin de relever le niveau de vie des enfants de Côte d'Ivoire. Un enfant qui souffre, comment il peut devenir un bon citoyen ? Or, le citoyen qui est heureux, c'est celui-là qui permet au pays de se développer et de prendre l'essor. Donc, si on n'investit pas dans la jeunesse, si on n'investit pas dans les enfants et qu'on retrouve des enfants qui ne peuvent pas, aller à l'école, qui n'ont pas droit à la santé, sur qui on compte pour l'émergence. Le séjour des jeunes parlementaires ivoiriens sera aussi marqué par des activités socioculturelles et la remise des dons faits aux patients dans certaines formations sanitaires de la ville de Yamoussoukro. 130 villages du département de Bondoukou vont être électrifiés avant la fin de l'année. Des centres de santé et des écoles seront aussi construits. Une promesse du chef de l'État qui va prendre forme. Le ministre Kobena Adjoumani est en tournée dans le département pour expliquer tout cela aux populations. Mamadou Kouassi. Bientôt, 130 villages du district d'Izanzan bénéficieront de l'électricité. Parmi ces localités figure Olobidi, un village de la sous-préfecture de Sorobango dans le département de Bondoukou. Mais avant la fin des travaux prévus pour novembre 2015, les populations de ce village ainsi que celles de 6 autres villages aussi bénéficiaires de cette action du président de la République décident d'unir leurs forces. Elles ont créé une mutuelle de développement dénommée BITA. Elles veulent fédérer les forces afin de lutter contre la pauvreté. Une journée est donc organisée pour exprimer leur reconnaissance au président de la République pour le choix de leur village dans ce programme d'urgence d'électrification. Parrain de cette cérémonie, le ministre Kobena Adjoumani salue cet esprit d'entente et de solidarité qui règne dans le royaume Koulongo. Il invite par ailleurs la population à soutenir les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara. Car le chef de l'État, selon lui, envisage un vaste programme de développement pour leur région. Kobena Adjoumani invite ses parents à renouveler leur confiance en Alassane Ouattara afin d'achever ces chantiers de développement. Aujourd'hui, Bondoukou est en chantier. Vous voyez les machines qui sont en train d'ouvrir les routes, les machines qui sont en train de réhabiliter les routes, les pistes villageoires. Et également, il y a de l'eau un peu partout.
Mais tout n'est pas fini parce que le président a engagé un développement qui vient de commencer et d'ailleurs qui va continuer. Et c'est pour cela que nous voulons lui donner ce deuxième mandat afin qu'il aille jusqu'au bout donc, de ce qu'il entreprend de faire dans notre région. Après Wolobidi, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et sa délégation ont visité plusieurs villages du département de Bondoukou pour parler des actions de développement du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, une gouvernance axée sur les résultats, le thème de la conférence de l'Association des jeunes cadres du RHDP, un thème évocateur pour valoriser les actions menées par le président Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême. Cette nouvelle organisation a démarré ses activités hier par cette conférence au plateau. Sachez que Mamadou Touré est l'initiateur du mouvement des jeunes cadres du RHDP, Salima Tadia et Maïsakou. Soutenir et vulgariser les acquis et réalisations majeures du président Alassane Ouattara, c'est la mission de l'Association des jeunes cadres du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pour atteindre son objectif, elle a initié une série de panels qui se tiendront tous les mercredis jusqu'à la date du prochain scrutin. Nous n'avions qu'un seul objectif, celui justement de donner aux jeunes cadres que nous sommes les informations vraies sur la méthode Ouattara et les nombreux résultats auxquels elle a abouti en si peu de temps. Et pour y arriver, les jeunes cadres se proposent de mettre à contribution les jeunes cadres à travers des débats, des conférences, des panels pour défendre le bilan du président Alassane Ouattara. Le ministre du Budget, parrain de la cérémonie, également jeune cadre de l'Alliance des oufouettistes, a encouragé l'initiative de mettre en exergue le travail abattu par le président Alassane Ouattara. Je suis persuadé que c'est par la combinaison harmonieuse de nos idées que nous parviendrons à dégager une approche efficace devant permettre de défendre les acquis et les actions que le président de la République a menées au cours des 4 dernières années. Ce premier mandat a donc consisté à dire ce qu'on veut faire ce qu'on dit et rendre compte de ce qu'on fait. Au cours de cette première conférence, Lanciné Diaby, directeur général du plan et de la lutte contre la pauvreté, a tenu un exposé axé sur la situation de la Côte d'Ivoire à l'aube de l'émergence. Parmi les angles abordés, les acquis majeurs du PND, le Programme national de développement 2012-2015, dont le prochain est attendu dans les mois à venir. Cette fois-ci, ce sont les femmes cadres du Sud Comoé qui se mobilisent pour réserver un accueil sans faille au président Ouattara qui sera bientôt dans leur région. Le reportage de Abou Sanogo. Réussir la mobilisation pendant la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans leur région. C'est le défi qu'entendent relever les femmes cadres du Sud Comoé les 14 et 15 septembre prochains pour démontrer leur attachement et leur soutien au chef de l'État Alassane Ouattara. Venue d'Aboisseau, d'Adjaki, de Grand Bassam et de Tiapoum, elle s'engage à faire de cette visite d'État une réussite. Vu que ces actions qu'il a posées, nous-mêmes nous entrons déjà dedans. Nous voulons vraiment que son arrivée réussisse. C'est pour cela que nous nous sommes vraiment organisés. C'est une première fois parce que cette fois-ci, c'est toute la région quand même du Sud Comoé qui se met ensemble. Les femmes du Sud Comoé ont vraiment soif de le voir, ont soif de le toucher, de toucher son épouse qui fait tant pour la Côte d'Ivoire, tant pour les femmes et pour les enfants de ce pays. C'est pour cette raison que les femmes se sont dit qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne se rassemblent pas et qu'elles puissent parler d'une voix. En 4 ans, nous avons vu tout ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'avec impatience, on l'attendait chez nous. Il va nous apporter beaucoup. C'est la première fois quand même que le président de la République se rend dans cette région. Donc je pense que le Sud Comoé est fin prêt pour accueillir son illustre hôte. Le ministre Jean-Claude Brou, représentant le Premier ministre, appelle à la mobilisation. La visite du président de la République Alassane Ouattara dans le Sud Comoé sera l'occasion pour les populations d'exprimer leurs attentes. Il s'agit de la première visite que le président de la République effectue dans notre région depuis son élection à la magistrature suprême. Et donc, bien que pour cela, nous devons manifester à travers une mobilisation exceptionnelle notre joie d'accueillir le président de la République dans le Sud Comoé.
Les populations du Sud Komoï attendent avec impatience le président de la République Alassane Ouattara le 14 septembre à Adiaké et Grand Bassam, puis le 15 septembre à Abouasso et Tiapoum. Essan Niangoran, un ancien fonctionnaire international, s'appelle désormais Nanan Essan Niangoran. Il est le nouveau chef du village de Boussoué dans le département de Tiassali. Mamadou Kwasi. Après 30 ans de service à l'international, comme représentant pays de l'E9 pieds, Essan Niangoran préside désormais la destinée du village de Boussoué, village situé dans le département de Tiassali. Il reçoit ses attributs de chef selon la tradition Agni Asrin, ainsi que son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Gboloville. Avec tous ses pouvoirs, Nanan Essan Niangoran promet l'entente, la solidarité et la cohésion pour le développement du village. Parrain de cette cérémonie d'intronisation, le ministre Bandaman Maurice exhorte les chefs à renforcer la cohésion et l'entente qui règne dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Bandaman Maurice demande à la chefferie traditionnelle de soutenir les actions de développement du président Alassane Ouattara et à contribuer pour des élections apaisées. Reconnaître le travail que vous faites aux côtés de l'administration centrale pour conduire la population à la paix, à la cohésion. Oui, chef de l'État me charge de vous saluer et de vous dire toute sa confiance. Et ce que vous ferez dans les jours et semaines à venir à l'occasion des prochaines élections présidentielles. Le président de la République entend de vous votre engagement fort pour des élections apaisées. La représentante pays de l'UE9 pieds salue la désignation de Nanan Essan Niangoran pour diriger le village de Boussoué. Selon elle, le nouveau chef a plusieurs qualités et a fait ses preuves dans son institution, ce qui lui a valu plusieurs promotions. Après Boussoué, le ministre Maurice Bandaman s'est rendu à Zianoua pour l'installation de la jeunesse locale. Le ministre les a invités à investir tous les ménagers et hameaux pour parler des actions de développement du président Alassane Ouattara. Pour la prise en compte des besoins de la jeunesse, le ministre Maurice Bandaman annonce le passage de l'agence emploi jeune dans le village de Zianoua. L'OMS déclare la fin de la transmission du virus Ebola au Libéria. L'épidémie a fait plus de 4000 morts dans ce pays sur plus de 10 000 cas. Le récit de Alexis Ouedraogo. Fin de la transmission du virus Ebola au Libéria. 42 jours, 2 fois la durée maximale d'incubation se sont écoulés après que le dernier cas confirmé par le pays a donné 2 tests négatifs. Désormais, le Libéria entre dans une période de haute vigilance de 90 jours. En ce qui me concerne, je me sens très bien. Mais nous avons encore peur, car le pays n'est pas encore trop sûr. Le Libéria avait été déjà officiellement déclaré exempt de l'épidémie le 9 mai dernier par l'OMS, mais le virus avait fait sa réapparition le 29 juin dernier. Les gens ne devraient pas rester satisfaits, car c'était la même satisfaction qui a mené à la deuxième vague de l'émergence du virus. Et les gens doivent continuer à se comporter de la même manière pour s'assurer qu'ils restent en sécurité. La capacité du Libéria à répondre efficacement à l'épidémie du virus Ebola est due à la vigilance accrue et à une réponse rapide du gouvernement et ses partenaires. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, est partie en décembre 2013 du sud de la Guinée. Elle a fait plus de 11 300 morts en Afrique. Les enfants sierra-léonais, eux, reprennent le chemin de l'école. Au total, plus de 1 million d'élèves sont attendus dans les établissements pour cette rentrée. Aucun cas d'Ebola n'a été détecté dans le pays depuis 2 semaines, mais cette rentrée peut représenter un danger. Et pour l'UNICEF, cette rentrée est une étape positive vers la fin de la crise, mais le pays doit rester vigilant. Alexis Ouedraogo. Malgré le nouveau cas d'Ebola déclaré dans le nord-ouest du pays, les quelques 1 800 000 élèves de Sierra Leone ont rejoint les salles de classe cette semaine. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a décidé d'accompagner le gouvernement avec du matériel, des formations pour les enseignants, les campagnes de sensibilisation en vue de réduire au maximum les risques de contagion. Une étape positive vers la fin de la crise, mais le pays doit rester vigilant. L'école et les gens ici m'ont manqué parce que quand on est à la maison, on n'apprend rien. Alors qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses. L'école m'a manqué et maintenant que c'est la rentrée, je suis très contente.
Les enseignants ont été instruits aux règles de base à adopter, comme la prise de température, le lavage des mains et en cas de problème, appeler la ligne Ebola. Les enfants qui ont été directement ou indirectement touchés par Ebola ont également été sensibilisés. Le jour de la rentrée, nous avons rappelé à nos élèves que le virus Ebola est toujours présent et qu'il faut donc continuer de faire les gestes que les médecins nous ont appris. On leur dit de ne pas avoir de contact physique, c'est la méthode ECP, E pour éviter, C pour contact et P pour physique, ce qui donne éviter les contacts physiques. Une localité de près d'1 millier d'habitants dans le nord du pays a été mise en quarantaine à la suite de la découverte d'un nouveau cas d'Ebola. Une femme décédée fin août ont annoncé vendredi les autorités. L'armée française est une nouvelle fois au cœur d'un scandale de viol en Centrafrique. Les Nations Unies ont rendu public des allégations d'abus sexuels sur une jeune fille par un soldat de la force française Sangaris. Le ministère français de la Défense assure que toute la vérité sera faite. Il a immédiatement décidé d'une enquête de commandement et il va saisir le procureur de la République dès qu'il aura un peu plus d'éléments. La crise des migrants divise l'Europe. Le président du Conseil européen n'a pas caché son inquiétude face à une division entre l'Est et l'Ouest de l'Union européenne. La question d'une modification des accords de Dublin qui règle la prise en charge des réfugiés dans l'Union européenne sera au cœur d'une réunion européenne des ministres de l'Intérieur le 14 septembre à Bruxelles. Le récit de Sylvie Toury. Faute de train pour l'Autriche, ces migrants ont opté pour la marche. Au nombre d'1 millier, ils comptent parcourir à pied les 175 km reliant Budapest à la frontière autrichienne. Je suis resté 10 jours dans le métro qui était fermé. Nous avons tous des billets, mais le métro est resté fermé. Je veux partir et on va tous partir ensemble. Si Dieu le veut aujourd'hui, ou d'ici 3 jours, nous partirons. 3-4 jours, on est prêt à attendre. On ne veut pas rester ici. Il n'y a rien pour nous ici. La crise des migrants fait des vagues en Europe. Les 28 pays ont du mal à accorder leur violon. Certains, notamment la France et l'Allemagne, sont favorables à une répartition par quota, tandis que d'autres ne veulent pas en entendre parler. La Hongrie a d'ailleurs durci sa législation en la matière, toute chose qui inquiète le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette crise a mis en lumière de fortes différences au sein des pays européens, au niveau des politiques, mais aussi des attitudes des différentes nations. Il y a un manque d'unité vis-à-vis de la prise en charge et de l'accueil de ces personnes. En attendant une solution européenne à la crise, les populations, notamment celles de Munich, apportent déjà des vivres et non-vivres aux migrants. Des ONG chargées de recueillir des dons disent d'ailleurs être débordées par la forte mobilisation autour des migrants. Une rencontre décisive est annoncée le 14 septembre prochain. Elle réunira les ministres de l'Intérieur qui tenteront de trouver un compromis à cette crise qui divise profondément l'Europe. Et puis, sachez qu'un puissant homme d'affaires égyptien a proposé d'acheter une île au large de l'Italie ou de la Grèce pour installer des centaines de milliers de migrants qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Le milliardaire égyptien Naguib Sawiris a lancé cette phrase sur Twitter. La Grèce ou l'Italie, vendez-moi une île, je déclarerai son indépendance, j'accueillerai les migrants et leur fournirai des emplois grâce à la construction de leur nouveau pays. Naguib Sawiris explique qu'il va contacter les gouvernements grec et italien pour concrétiser son idée. Le prix d'une telle île pourrait varier entre 10 et 100 millions de dollars, c'est-à-dire 50 milliards de francs CFA. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.